Un vieil homme, un tatouage fané, une vérité oubliée. L'histoire qui a bouleversé un village et des millions de cœurs. Imaginez un café de province, un dimanche matin, où l'odeur du pain grillé et du café noir flotte dans l'air. Un vieillard discret, seul dans un coin, porte un secret gravé sur sa peau, moqué, humilié, il baisse les yeux jusqu'à ce qu'un jeune soldat entre et fasse taire tout le monde. Ce qui s'est passé ensuite a changé une ville à jamais. Restez jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi des millions de personnes ont pleuré devant une simple photo et pourquoi ce héros silencieux ne sera plus jamais oublié. Bienvenue dans la capsule temporelle où les histoires sans qui touchent ni l'âme sont racontées. Prêt à plonger dans un récit qui vous donnera des frissons ? Allons-y. C'était un dimanche d'automne à Saint-Vallier, un village provençal niché entre des collines dorées et des champs d'oliviers. À 8h30, le café du coin bourdonnait déjà. Les tables en bois verni, usées par des décennies de conversation, se remplissaient de retraités aux cheveux gris, de familles endimanchées après la messe et d'habitués qui commandaient sans regarder le menu plastifié. L'odeur des croissants chauds, du beurre fondu et du café noir emplissait la salle se mêlant au tintement des tasses en porcelaine, aux rires étouffés et à une vieille chanson d'Édith Piaf s'échappant d'un poste radio couvert de poussière dans un coin. Les rideaux à carreaux rouges et blancs dansaient légèrement sous la brise matinale filtrée par les fenêtres entr'ouvertes. C'était le jour de la remise pour les anciens combattants, 50% de réduction pour quiconque montrait une carte militaire ou une médaille. Des affiches manuscrites, scotchées sur les vitres embuées, proclamant l'offre, et un petit pins tricolore était fièrement épinglé sur le tablier de l'hôtesse. Une jeune femme aux joutes roses nommée Sophie. À une table près de la sortie, sous un panneau lumineux clignotant « Sortie », était assis un homme mince, presque frêle, aux cheveux blancs comme la neige qui tombait parfois sur les Alpes voisines. Son pardessus marron, râpé par des années d'usure, pendait sur ses épaules étroites. Une jambe prothétique en métal terne, marquée de rayures et de bosses, dépassait sous son pantalon en toile élimée. Il s'appelait René Dubois, pas de médaille clinquante, pas de béret orné d'insignes de régiment ou de campagne. Il n'avait adressé la parole à personne depuis son arrivée, sauf pour murmurer sa commande, le spécial ancien combattant, des œufs brouillés avec du pain grillé sans substitution. Son assiette reposait devant lui, à peine touchée, les œufs froids formant une croûte jaunâtre. Ses mains noueuses et marquées par l'âge serraient un verre d'eau comme s'il s'accrochait à un radeau dans une tempête invisible. Mais ce qui attirait l'attention, plus que son silence ou son allure, c'était le tatouage sur son poignet gauche. Un dessin fané, presque effacé par le temps. Un poignard traversant une encre, l'encre bleue brouillée par les rides et les cicatrices. Rien de sophistiqué, juste une marque discrète, le genre de tatouage qu'on faisait autrefois dans l'ombre des casernes, à l'époque où les souvenirs de guerre n'étaient pas capturés par des smartphones. Je m'appelle Camille, j'avais 17 ans à l'époque et je travaillais au café du coin comme serveuse le week-end pour payer mes études. Depuis mon poste derrière le comptoir, une serviette élimée sur l'épaule, je voyais tout, la façon dont René tenait son verre, ses doigts tremblants cherchant un point d'ancrage, ses yeux fixés sur un horizon que personne d'autre ne voyait. Il était là chaque année, le même dimanche, à la même table, avec la même commande. Il disait « merci » d'une voix rauque, laissait un euro soigneusement plié sous sa tasse et disparaissait jusqu'à l'année suivante. Ce jour-là, quelque chose dans son silence me pesait plus que d'habitude. Peut-être était-ce la lumière d'automne qui tombait en rayons obliques à travers les vitres, éclairant les poussières dansantes et la solitude dans ses yeux. À la table centrale, 4 hommes, la quarantaine bien entamée, bruyants et sûrs d'eux, portaient des polos de golf aux couleurs criardes, leurs rires résonnant comme des éclats de verre. Ils avaient à repérer René dès leur arrivée, leurs regards se posant sur lui comme des vautours sur une proie. L'un d'eux, un homme au visage rougeau et à la montre clinquante, donna un coup de coude à son voisin pointant le poignet de René. « Regardez-moi ce tatouage !» ricana-t-il, assez fort pour être entendu. Il a dû le faire au stylo bille dans sa cave. Les autres éclatèrent de rire, leur voix perçant le brouhaha du café. « Quel ancien combattant n'a même pas une carte militaire ou une médaille ?» ajouta un autre, un type maigre avec une casquette de golf mal ajustée. « C'est un pari d'ado, je te dis !» Leurs rires, comme des éclats de mitraille, me firent tressaillir. Je me figeais derrière le comptoir, la cafetière brûlante dans les mains, incapable de bouger. Je ne connaissais pas l'histoire de René, personne ne la connaissait. Mais le voir devenir le jouet de leur moquerie me serrait le cœur, comme si une main invisible m'écrasait la poitrine. René ne réagit pas un regard, pas un mot, ses yeux restèrent rivés sur son verre, les coins de sa bouche se crispant dans une expression indéchiffrable. Pas de la honte, pas de la tristesse, mais quelque chose de plus profond, comme un poids qu'il portait depuis des décennies. Puis Thierry, le gérant, s'approcha de la table de René. C'était un homme d'une trentaine d'années, toujours armé de son clipboard, un sourire commercial plaqué sur le visage comme un masque de théâtre. «
Monsieur, dit-il, la voix douce mais tranchante comme une lame, nous avons reçu quelques plaintes. Certains clients se sentent de mal à l'aise. Pourriez-vous vous installer sur la terrasse ? Le mot « mal à l'aise » flottait dans l'air comme une insulte déguisée. La salle ne devint pas silencieuse, mais quelque chose changea. Une tension subtile, comme un fil tendu prêt à craquer. J'arrêtai d'essuyer le comptoir, mes mains figées sur le chiffon humide. René ne répondit pas. Il hocha légèrement la tête, un geste résigné, celui d'un homme qui avait entendu ce genre de demande trop souvent. Lentement, il rassembla son plateau, le tenant d'une main tremblante tandis que l'autre s'agrippait à sa canne en bois poli par des années d'usage. Sa démarche était laborieuse, chaque pas un combat contre la douleur et la gravité. Sa prothèse grinçait, un son métallique qui semblait résonner dans le café. En passant devant la table centrale, l'homme à la montre clinquante leva sa tasse et lança, assez fort pour que tout le monde l'entende. « S'il est un commando, moi, je suis le président de la République. » La table explosa de rire, leurs voix comme des coups de fouet. Et c'est là que je vis une larme, une seule, couler lentement sur la joue ridée de René et s'écraser sur le carrelage usé. Personne ne dit rien, personne ne bougea. Je jetai un regard à Thierry, mais il se détourna, vérifiant son clipboard comme si une table l'attendait ailleurs. René atteignit la porte vitrée, lutta avec la poignée rouillée et sortit sur la terrasse. Le vent d'automne, chargé de l'odeur des feuilles mortes et des pins voisins, lui fouetta le visage. Il plissa les yeux, scrutant les tables métalliques vides, avant de s'asseoir à l'une d'elles, près de la rambarde. Une main restait sur sa canne, l'autre posa l'assiette d'œufs froids, désormais immangeables. À l'intérieur, le café retrouva son faux confort. Les clients reprirent leur conversation. Les tasses cliquetèrent, les hommes à la table centrale rirent à nouveau, plus doucement, mais avec une arrogance intacte. J'étais pétrifié. On m'avait appris à sourire, à servir, à éviter les conflits. Mais quelque chose dans la façon dont René encaissait cette humiliation, comme s'il y était habitué, me nouait la gorge. Je jetai des coups d'œil par la fenêtre. Il était là, seul, ses épaules voûtées, sous son pardessus, la vapeur de son café s'élevant dans l'air frais. Un ancien combattant sans doute, mais sans médaille, sans preuve, sans défense. Il n'était pas invisible, les gens le voyaient, il choisissait simplement de ne pas regarder. Si cette histoire commence déjà à vous toucher, prenez une seconde pour vous abonner à la capsule temporelle et mettre un pouce bleu. Ça nous aide à partager des récits comme celui-ci qui redonnent vie aux héros oubliés. Restez avec nous, car ce qui suit va vous couper le souffle. À 8h46, la cloche rouillée au-dessus de la porte tinta. Un jeune homme entra, et l'atmosphère changea instantanément. Il portait une veste noire, une coupe de cheveux militaire impeccable, une posture droite comme un fil à plomb. Il avait peut-être 28 ans, pas de sourire, pas d'hésitation, juste une présence qui imposait le respect sans effort. Les clients s'écartèrent instinctivement, comme si son aura repoussait l'air autour de lui. Il balaya la salle du regard, ses yeux sombres et perçants passant sur les tables, les visages, jusqu'à ce qu'il se pose sur le siège vide où René était assis quelques minutes plus tôt. Puis il regarda par la fenêtre vers la terrasse et s'arrêta net. Ses yeux se fixèrent sur le tatouage, toujours visible sur le poignet de René alors qu'il stabilisait sa fourchette. Le jeune homme se figea. Sa mâchoire se serra, son souffle se coupa et le café tout entier sembla retenir sa respiration. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin, la radio parut s'éteindre, comme si le monde entier s'était mis sur pause. Ce jeune soldat ne regardait pas simplement, il reconnaissait. Ce tatouage n'était pas une relique banale. C'était un emblème, une histoire, une fraternité que seuls quelques initiés pouvaient comprendre. Et il était sur le point de nous la révéler. Il s'appelait Antoine Moreau, un commando marine, membre des forces spéciales de la Marine nationale. Il ne bougea pas tout de suite, ses bottes noires bien cirées plantées à l'entrée du café du coin, comme si une force invisible le retenait. Ses yeux, aiguisés comme ceux d'un faucon, restaient rivés sur le tatouage. Un poignard traversant une ancre, un symbole que seul un membre du commando Hubert, une unité d'élite, pouvait reconnaître. Ce n'était pas un insigne qu'on voyait sur des affiches de recrutement ou des uniformes de parade. Il appartenait à un groupe si secret que ses dossiers, même 50 ans plus tard, restaient scellés dans les archives militaires. Seuls 8 hommes avaient de porter cette marque, gravée dans leur peau comme un serment indélébile. Antoine fit un pas, puis un autre, ses bottes résonnant doucement sur le carrelage. Les conversations s'évanouirent, remplacées par un silence lourd. Même la machine à café semblait murmurer plus bas. Tous les regards suivirent Antoine alors qu'il passait devant les tables, le comptoir, la table des 4 hommes, dont les rires s'étaient tus. Arrivé à la fenêtre, il regarda dehors. Le vent attrapa la porte une seconde, la faisant claquer, et tout le monde sursauta. Je l'observais depuis le comptoir, mon cœur battant à tout rompre. René n'avait pas encore remarqué Antoine. Il était toujours assis sur la terrasse, une main sur sa canne, l'autre tenant son assiette, ses œufs intacts, ses épaules voûtées comme s'il voulait disparaître.
Antoine ouvrit la porte de la terrasse, ses pas mesurés, et s'arrêta à 2 mètres de la table. Il se redressa, épaules carrées, menton relevé, et leva la main dans un salut militaire parfait, le genre qu'on ne voit que dans les cérémonies officielles. « Monsieur, dit-il, sa voix claire et forte, portant jusqu'à l'intérieur du café, êtes-vous René Dubois, du commando Hubert, groupe 7 ?» René leva les yeux lentement, ses sourcils froncés de confusion. Le vent souleva le bord de son par-dessus, révélant pleinement le tatouage, ses contours flous mais incontestables. La voix d'Antoine trembla légèrement lorsqu'il reprit « G7, n'est-ce pas, monsieur ? On nous parle de vous à l'entraînement. Vous êtes une légende. » René cligna des yeux, abasourdi. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Sa main se resserra sur sa canne, les jointures blanchissant sous la pression. Puis, doucement, il hocha la tête, un geste presque imperceptible. Antoine ne baissa pas son salut. « Permission de m'asseoir, monsieur ?» demanda-t-il, la voix plus douce mais toujours empreinte de respect. René fit un geste vers la chaise en face de lui. « Bien sûr, mon garçon » murmura-t-il, sa voix rauque et brisée par l'émotion. Antoine s'assit, son corps encore raide, ses mains posées sur la table comme s'il craignait de briser quelque chose de sacré. À l'intérieur, le silence était total. Les clients, les serveurs, même les 4 hommes à la table centrale étaient figés. Leurs visages, autrefois pleins d'arrogance, étaient maintenant pâles, leurs regards fuyants. Thierry le gérant se tenait près de la caisse, son clipboard oublié, son sourire commercial évanoui. Moi j'étais cloué sur place, mon cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles, parce que je connaissais ce nom. René Dubois, G7. Ce n'était pas juste un nom, c'était une légende, un murmure partagé dans les camps d'entraînement des commandos. L'homme qui avait coordonné des extractions sous des tirs ennemis sans radio, le logisticien qui avait sauvé 17 vies lors de l'opération Vent Rapide dans les années 70. Une mission si secrète que ses détails restaient classifiés. Je ne le savais que grâce à mon grand-père, Jacques Martin, un ancien marin qui me racontait des histoires le soir, des récits qui semblaient des contes jusqu'à ce que je comprenne qu'ils étaient des souvenirs. Dans chacune de ces histoires, il y avait un homme discret, avec un tatouage de poignard et d'encre, qui parlait peu mais ramenait toujours ses camarades chez eux. Je n'avais jamais imaginé le rencontrer en chair et en os, mais il était là, juste de l'autre côté de la vitre, sous un ciel d'automne menaçant de pluie, face à un jeune commando qui le regardait comme s'il était une figure mythique. Antoine se tourna légèrement sur sa chaise, sa voix toujours audible à l'intérieur. « Cet homme, dit-il, son ton ferme, mais empreint d'une révérence presque religieuse, a conçu des protocoles d'extraction que nous utilisons encore aujourd'hui. Il a établi nos procédures pour les largages de ravitaillement en campagne. Ce tatouage n'est pas un dessin d'amateur. Il a été gagné dans le sang, pas acheté, pas inventé. » Il tourna les yeux vers la table centrale, son regard perçant comme une lame. Si quelqu'un ici se sent mal à l'aise en présence d'une légende vivante, peut-être que c'est lui qui devrait manger dehors. Un silence glacial s'abattit sur le café. L'un des hommes, celui à la montre clinquante, bougea sur son siège, mal à l'aise. Un autre, le maigre à la casquette, s'éclaircit la gorge, se leva et quitta la table, son assiette à moitié pleine abandonnée. Un troisième suivit, tête baissée. Quand Antoine se tourna à nouveau vers René, il ne restait que l'un des 4, les yeux rivés sur sa tasse, son visage rouge de honte. René ne dit presque rien, comme toujours. Mais ses lèvres se pressèrent en une ligne fine, un sourire discret, chargé de 50 ans de silence, de douleur et de souvenirs qu'il n'avait jamais partagés. Je ne sais pas quand j'ai décidé de bouger, mais soudain j'étais dehors, une cafetière fraîche à la main, l'odeur du café se mêlant à celle des feuilles mortes portées par le vent. Je versai une tasse pour René, sans un mot, mes mains tremblantes, puis je regardai Antoine. « Vous en voulez ?» demandai-je, ma voix à peine audible. « Oui, mademoiselle, merci » répondit-il doucement, prenant la tasse à 2 mains comme s'il s'agissait d'un calice. Je restai là, immobile, ne sachant quoi dire. Puis, comme poussé par une impulsion, je plongeai la main dans la poche de mon tablier et en sortis un morceau de papier plié. Que je gardais sur moi depuis des années, c'était une photo jaunie, héritée de mon grand-père. Elle montrait 2 jeunes hommes en tenue de campagne, debout près d'un camion rouillé dans une jungle dense, leurs visages sales mais souriants, comme s'ils venaient de défier la mort. L'un était Jacques Martin, mon grand-père, l'autre avait un tatouage de poignard et d'encre sur le poignet. Je dépliai la photo et la posai sur la table devant René. Il se figea. Ses yeux, troubles et fatigués, scrutèrent l'image puis se levèrent envers moi. Pendant un instant, son visage s'illumina comme s'il retrouvait un morceau de lui-même qu'il avait perdu. « Comment s'appelait votre grand-père » murmura-t-il, sa voix à peine un souffle. « Jacques Martin » répondis-je, ma gorge nouée. René s'adossa à sa chaise, exhala longuement, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Il m'avait promis un café et une cigarette quand on rentrerait » dit-il, un sourire triste au coin des lèvres. Je hochai la tête, les larmes montant. Il parlait de vous tout le temps. Il disait que vous étiez la raison pour laquelle ils sont revenus. René baissa les yeux sur la photo, ses doigts effleurant le papier jauni. « Vous avez ces yeux » murmura-t-il.
Une boule se forma dans ma gorge, si grosse que je pouvais à peine respirer. Antoine nous observait en silence, son regard respectueux, conscient que ce moment était sacré. Puis, sans prévenir, il sortit son téléphone et prit une photo. René, le tatouage fané, la tasse de café fumante, la photo pliée sur la table, moi debout, à côté, les yeux humides, le vent d'automne soulevant une mèche de mes cheveux. Une scène simple capturée dans un village provençal un dimanche matin. Mais Antoine savait ce qu'il faisait. Ce soir-là, cette image serait vue par des millions de personnes. Certains la partageraient, d'autres pleureraient, d'autres encore se demanderaient comment ils avaient pu ignorer René Dubois si longtemps. Pour la première fois en un demi-siècle, le monde verrait ce qu'il avait presque oublié. Non seulement un homme, mais ce qu'il représentait, le sacrifice, la résilience, le service silencieux. Si cette histoire vous émeut déjà, aidez-nous à la faire connaître. Abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un pouce bleu pour honorer des héros comme René. Restez jusqu'à la fin car ce qui suit va vous marquer à jamais. Le lundi matin, la photo était partout, pas grâce à des filtres sophistiqués ou une mise en scène, mais parce qu'elle était vraie. Un jeune commando marine saluant un vieil homme avec un tatouage fané, une tasse de café entre eux, une photo jaunie, une serveuse en tablier avec des larmes aux yeux. La légende était simple. Certains héros ne portent plus l'uniforme, certains portent encore la mission. Antoine n'avait prévenu personne avant de la poster sur les réseaux sociaux. Internet fit le reste, plus rapide que la mémoire, plus rapide que la honte. René Dubois redevint un nom. Les journaux locaux, comme La Provence, s'en emparèrent, suivis par les chaînes régionales, puis nationales. Le mercredi, des camionnettes de télévision stationnaient devant le café du coin, leurs antennes dressées comme des mâts de bateau. Les journalistes demandèrent des interviews, leurs micros tendus comme des armes. Thierry, le gérant, esquivait les questions, marmonnant des excuses et se cachant derrière son clipboard. Mais moi, je parlais. Je racontais ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ce que j'avais failli taire par peur de m'impliquer. Quand on me demanda qui était René Dubois, je ne citais ni son rang, ni ses faits d'armes. Je dis simplement, c'est un homme qui n'a jamais rien demandé et qui mérite tout. Les lettres commencèrent à arriver dès le vendredi. D'abord une poignée, écrites à la main, glissées dans des enveloppes jaunies, la plupart de vétérans. « J'ai servi en Algérie », écrivait l'un d'eux. J'ai entendu les histoires de G7. Je pensais que c'était un mythe. Un autre, mon père parlait d'un homme qui a sorti 3 soldats d'un camion en feu à Dien Bien Phu. Je crois que c'était votre René. Puis vinrent les lettres d'enfants, des dizaines d'enveloppes scellées avec du scotch, remplies de dessins au crayon de couleur. Un vieil homme souriant, un poignard et une encre sur son poignet. Une petite fille en avait écrit « Cher monsieur Dubois, mon papy a pleuré en voyant votre photo. Il a dit que vous l'aviez sauvé. » René ne savait pas quoi faire de cet afflux. Un matin, il entra dans le café, une pile de lettres sous le bras, et me les tendit. « Vous saurez quoi faire, Camille ?» dit-il, sa voix tremblante. J'en fis des copies, en encadrai quelques-unes et accrochai une note sur le panneau d'affichage du café. Si vous connaissez René, venez lui dire merci. Le lendemain, une vieille femme laissa une marguerite sur la table de la terrasse où il s'était assis avec une serviette griffonnée. On vous voit maintenant. 2 semaines plus tard, la mairie m'appela. Ils voulèrent que René prenne la parole pour la cérémonie du 11 novembre, disant qu'un homme comme lui, symbole du service silencieux, toucherait les cœurs. Je l'appelais ce soir-là. Il resta silencieux si longtemps que je crus qu'il avait raccroché. Puis il dit « Si ça aide les autres à se sentir reconnus, j'irai. » Le 11 novembre, je me tenais au fond de la salle communale, une ancienne grange reconvertie, ses poutres en bois sentant encore la cire d'abeille. René monta sur l'estrade, sans uniforme, sans médaille, juste une chemise bleu pâle bien repassée, sa prothèse polie brillant sous les néons, son tatouage visible sous la manche relevée. Il se tint derrière le micro, ses mains tremblantes posées sur le pupitre et regarda la salle comble, des familles, des anciens combattants, des enfants tenant des drapeaux tricolores. « Je ne suis pas un héros, dit-il, sa voix grave et posée. Je ne suis pas une légende, j'ai fait ce qui était juste et j'ai essayé de vivre discrètement après. Si ce que j'ai fait a aidé quelqu'un, je le referai demain. Ce fut tout. » Il recula et la salle entière se leva, pas pour l'éloquence, mais pour la vérité. Une vérité qui pesait plus lourd que n'importe quel discours. Quelque chose changea à Saint-Vallier après ce jour. Les gens saluaient René dans les ruelles pavées, leur voix pleine de chaleur. Des enfants courèrent vers lui devant la poste, pointant son tatouage avec des yeux émerveillés. Les paroisses l'invitaient à parler, pas pour prêcher, mais pour partager. Son petit garage, un hangar en tôle au bord de la route, qui survivait à peine depuis 20 ans, eut soudain une liste d'attente. Un matin, des lycéens arrivèrent avec des seaux de peinture et des échelles. « On vient rénover votre atelier, monsieur », dirent-ils. Leur visage plein d'enthousiasme. René grogna, fidèle à lui-même, mais les laissa faire, observant depuis le seuil avec un café dans les mains. La semaine suivante, un voisin remplaça la grille rouillée qui grinçait à l'entrée, puis un autre répara le toit qui fuyait à chaque orage. Des vétérans passèrent avec des outils neufs, disant « On s'est dit que ça pourrait vous servir ». René n'avait rien demandé.
Il souriait, un sourire discret, et reprenait son travail parce que c'était lui. Un homme qui vivait pour les autres, jamais pour la gloire. Au printemps, le maire, une femme élégante aux cheveux grisonnants, fit une annonce lors d'un conseil municipal. Ils allaient installer une plaque à la mairie, juste à côté du drapeau tricolore qui flottait sur la place. Gravée en lettres sobres, elle disait « Honorez les discrets, ceux qui ont porté des fardeaux invisibles, qui ont marché seuls pour que d'autres rentrent chez eux. » En bas, dans l'acier poli, un dessin, un poignard à travers une encre. Lors de l'inauguration, René se tenait là, sa canne à la main, son pardessus un peu moins usé, grâce à un voisin qui lui en avait offert un neuf. Il toucha la plaque du bout des doigts, hocha la tête, ses yeux humides mais sans larmes. La foule, rassemblée sous les platanes de la place, applaudit doucement, comme si elle craignait de briser ce moment. Si cette histoire vous donne des frissons, c'est le moment parfait pour vous abonner à la capsule temporelle et mettre un pouce bleu. Aidez-nous à faire vivre ces récits qui rendent hommage aux héros silencieux. Accrochez-vous, car la fin va vous bouleverser. Le jour de ses 85 ans, René voulait juste un café noir et un toast comme toujours. Il détestait les fêtes, disait que le silence lui suffisait. Mais la vie avait d'autres plans. Ce matin-là, juste avant 9h, un grondement sourd résonna dans la rue. Je sortis du café, mon tablier taché de café, et vis 3 SUV noirs et 2 véhicules militaires s'arrêter devant le garage de René. 7 jeunes hommes en sortirent dans l'uniforme de cérémonie de la Marine nationale, leurs bottes polies scintillant sous le soleil. Leur coupe de cheveux impeccable et leur regard déterminé trahissaient leur appartenance au commando Hubert. Puis une silhouette familière émergea du dernier SUV. Claire Martin, ma cousine, ma meilleure amie, petite fille de Jacques Martin. Elle tenait une boîte en bois verni et un drapeau tricolore soigneusement plié. René sortit de son garage, un chiffon graisseux à la main, son front plissé de confusion. Puis il vit Claire, et ses yeux s'écarquillèrent. « Bonjour », dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, « vous ne vous souvenez peut-être pas de moi ». René cligna des yeux, un sourire timide naissant sur ses lèvres. « Si, je me souviens », dit-il doucement, « vous avez les yeux de votre grand-père ». Claire s'avança, les larmes aux yeux. « Nous sommes venus pour votre anniversaire », dit-elle, « et pour dire merci ». René regarda les 7 commandos derrière elle, un par un, ils s'approchèrent, se mirent au garde à vous, saluèrent avec une précision militaire, puis lui tendirent la boîte en bois. À l'intérieur, une médaille du commando Hubert, gravée de son nom, de sa désignation, G7, et des mots pour un service au-delà du silence. René la prit, ses mains tremblantes caressant le métal froid. « Je pensais qu'ils avaient oublié », murmura-t-il, sa voix brisée. Claire posa une main sur la sienne. « Nous n'avons jamais oublié ». Les commandos restèrent immobiles, leurs uniformes impeccables, leurs yeux brillants d'un respect profond. Le vent bruissait dans les oliviers, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Pas une voiture ne passa, pas un oiseau ne chanta. C'était un moment sacré, comme si le temps lui-même rendait hommage à René. Claire s'approcha encore, sa voix à peine audible. Il aurait été fier, vous savez. René leva les yeux, cherchant les siens. Mon grand-père, Jacques Martin, continua-t-elle, luttant contre les larmes. Il aurait été fier que je puisse vous rencontrer, que je puisse dire merci. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux que vous avez sauvés. René cligna des yeux lentement, puis tendit une main tremblante pour serrer la sienne. « C'était le meilleur d'entre nous, dit-il, sa voix rauque. Claire hocha la tête, un sourire tremblant. « Vous aussi !» Les yeux de René brillèrent, et l'espace d'un instant, il n'avait plus 85 ans. Il était jeune, dans la jungle, sous le feu. L'un des 8 hommes qui avaient fait un serment qu'il avait porté seul pendant un demi-siècle. Mais ce jour-là, il n'était plus seul. Quelques semaines plus tard, le conseil municipal, poussé par le maire, proposa de renommer la rue du Garage. Pas pour un homme politique ou un riche donateur, mais pour un homme qui n'avait jamais demandé à être connu. 3 semaines plus tard, une pancarte fut dévoilée. Chemin du service silencieux, en l'honneur de René Dubois, commando Hubert, G7. Pas de cérémonie fastueuse, René l'aurait détesté. Juste un drapeau tricolore planté sous la pancarte, ses couleurs vibrant dans le vent provençal. René continua à travailler au garage plus lentement, mais avec la même précision. Les voisins passaient plus souvent, pas seulement pour des vidanges, mais pour s'asseoir sur une chaise pliante, écouter, apprendre. Des enfants apportèrent des dessins de son tatouage, des vétérans, des photos jaunies de leurs années de service. René parlait peu, mais parfois, dans la lumière douce d'un après-midi, il racontait comment il avait porté un camarade à travers un champ sous les balles, sans jamais appeler ça de l'héroïsme. Juste finir la mission. 3 ans plus tard, un matin de septembre, les drapeaux de Saint-Vallier furent de mise en berne. René Dubois s'éteignit dans son sommeil, sans bruit, sans douleur, fidèle à son silence. Le village s'arrêta. Le café du coin ferma à midi. Le lycée annula ses cours et les gens se rassemblèrent devant la petite église aux murs écaillés. Son clocher penchait comme un vieux soldat fatigué. Ils vinrent en sabots, en uniforme militaire, en béret poussiéreux qu'ils n'avaient pas porté depuis des décennies. Les funérailles furent simples, comme René l'aurait voulu.
Un cercueil en chêne drapé du tricolore, une chanson de Brel jouée doucement comme un murmure. 6 commandos en service, dont Antoine Moreau, portèrent le cercueil, venus de bases disséminées à travers la France, non par devoir, mais parce qu'un homme comme René mérite qu'on se déplace. Claire Martin, assise au premier rang, serrait la photo de René et de son grand-père. Au cimetière, elle la posa contre le cercueil, murmurant « Vous avez tenu la promesse pour eux deux ». La pierre tombale portait une inscription, son silence parlait fort, son service changeait des vies. Le café du coin sert toujours le spécial ancien combattant chaque dimanche, mais la table du coin reste vide. Une plaque en laiton y est fixée, réservée en mémoire de René Dubois, commando Hubert, G7. Certains portent la mission après la guerre. Les touristes demandent parfois qui il était. Les habitants montrent la pancarte dehors. Chemin du service silencieux et sourient. Ici, les histoires ne se crient pas. Elles se portent. Un geste discret à la fois, jusqu'à ce que le village s'en souvienne, et peut-être le monde entier. Dans nos moments les plus sombres, la bonté trouve un chemin, souvent dans le silence. Certains héros ne cherchent pas la gloire, juste à savoir que quelqu'un, aujourd'hui, est en sécurité. Et parfois, cela suffit à changer une vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un pouce bleu pour honorer René et tous les héros silencieux. Partagez cette vidéo pour que leur mémoire vive. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ensemble, gardons ces histoires vivantes.